Dans nos précédentes vidéos, nous avons exploré 3 pistes pour distinguer le vivant de la machine. La première portait sur les fluides, gaz ou liquides, sans lesquels un organisme ne semble pas pouvoir exister. Sang, lymphe, bile, sperme, rien de tout cela dans la machine. La seconde piste s'intéressait à la manière dont un être vivant se génère, par division et différenciation cellulaire, par des forces centrifuges qui contrastent radicalement avec la manière dont une machine est conçue, programmée, assemblée par un ingénieur ou fabriquée même par une imprimante 3D. Et enfin, la troisième piste montrait qu'une machine, n'étant pas un animal, n'a pas de conditions. Pas de conditions de mammifères, de céphalopodes ou de vivants vivipares. Or, ces conditions façonnent profondément l'intelligence, le corps, les affects et les relations. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons suivre une autre piste. Si quelqu'un vous affirme qu'un être vivant n'est qu'une machine faite d'autres composants, organiques au lieu d'électroniques, vous pourrez lui répondre simplement à partir d'un soupçon qu'avait déjà formulé ce bon vieil Aristote, et que nous allons examiner ici ensemble. Prenons, pour le dépoussiérer, l'ouvrage du philosophe Aristote qui s'intitule « Génération et corruption ». C'est une œuvre qui date d'environ 330 avant Jésus-Christ. Elle fait partie de ces traités dits physiques, c'est-à-dire ceux qui traitent de la nature, physis, aux côtés de la physique, du ciel et des météorologiques. Ce traité examine la génération, c'est-à-dire l'apparition d'une substance, et la corruption, c'est-à-dire sa disparition. Et ce, à travers une réflexion sur les éléments, les causes du changement et la transformation des corps naturels. C'est un texte fondamental pour comprendre la pensée aristotélicienne sur le vivant, la matière et les processus naturels. Le mot physis est à l'origine du mot physique. Mais pour nous, contemporains, la physique désigne une science que nous distinguons des sciences biologiques ou naturelles. Ce n'était pas le cas pour un grec de l'Antiquité. Physis, c'est la nature. Et ce mot vient du verbe phuo, qui est un verbe à la fois transitif et intransitif. Il signifie croître ou faire croître, naître ou faire naître. Les choses qui naissent, qui proviennent d'un principe interne de croissance ou de transformation, sont appelées physica, autrement dit les choses naturelles. Et Aristote les distingue des choses produites par l'homme, appelées poiumena, comme les œuvres d'art, les outils ou des constructions. La physis, c'est donc la nature, entendue comme ce qui naît, croît, se meut et se transforme. Elle est inséparable du mouvement. Et la science physique, au sens antique, c'est la science qui étudie les divers types de mouvements dans la nature. Le titre de l'ouvrage « Génération et corruption » désigne deux mouvements fondamentaux. La génération, du latin generare, engendrer, c'est le passage du non-être à l'être, du néant à l'être. Par exemple, dans votre jardin, il n'y avait pas d'arbre, et bien maintenant, il y en a un. Vous n'existiez pas, puis un jour, vous êtes né. La génération, c'est l'apparition d'un être. La corruption, au contraire, c'est le mouvement par lequel un être disparaît. Le passage de l'être au non-être. C'est la mort d'un organisme, sa décomposition, sa disparition. Mais entre la naissance et la mort, tout être naturel, parce qu'il possède en lui-même le principe de mouvement, va connaître d'autres transformations. Par exemple, la croissance, oxésis. Une plante germe, puis elle grandit. Un chiot naît, puis il grossit. Une pomme apparaît sur une branche, puis elle enfle. La croissance est aussi un changement de quantité. L'être gagne en volume, en masse, en poids. Un animal qui se nourrit va grossir,
un animal affamé qui ne peut se nourrir, va maigrir. Puis vous avez un autre mouvement, l'altération, alaiosis, c'est-à-dire le changement, cette fois-ci, de qualité. La pomme, après avoir grandi et grossi, devient mûre, puis elle va aussi finir par pourrir. La chenille apparaît, grossit, grandit, puis se transforme en papillon. Ce n'est pas une simple croissance, mais bien une métamorphose. De même, un enfant atteint la puberté. Alors, sa voix, son corps, sa pilosité vont changer. Vous tombez malade? Altération. Vous guérissez et recouvrez la santé? Encore une altération. Ces différents types de changements, génération, corruption, croissance, altération, sont au cœur de la réflexion aristotélicienne sur la nature. Comprendre le vivant, c'est donc comprendre les mouvements qui le traversent. Mais une machine, elle, ne connaît ni génération ni corruption. Elle ne naît pas, elle n'apparaît pas d'elle-même. Elle ne meurt pas, elle se casse ou se démonte. Elle ne croît pas, au sens du verbe croître. Elle n'est pas petite pour devenir grande. Elle ne grandit pas, elle ne vieillit pas. Ses composants ne changent ni de taille, ni de forme avec le temps. Greffer une vessie en plastique sur un organisme vivant, mais elle restera rigide, inerte, étrangère à la croissance de l'ensemble. Car une machine ne connaît ni variation de volume, ni changement de quantité. Elle ne grossit pas, ne maigrit pas. La machine ne connaît pas non plus l'altération. Pas de mue, pas de métamorphose. Rien de comparable au serpent qui change de peau, à la chenille qui devient papillon, ou à la diopside qui réinvente sa tête, ses yeux et ses antennes. Alors, à tous ceux qui se réclament du fonctionnalisme, qui tournent en dérision Aristote pour avoir cru que le cerveau servait à refroidir le sang, ce qui certes est faux, rappelez-leur ceci. Le génie de la physique ancienne, c'est d'avoir compris que la nature n'est pas un système, mais un ensemble de mouvements. Et ces mouvements, génération, corruption, croissance, altération, n'existent dans aucune machine fabriquée par l'homme. Les poiumena, comme disent les Grecs, ne vivent pas. Seuls les phousikas naissent, changent, s'altèrent et meurent.